Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. L'histoire de la Lorraine et de la Lotharingie, partie 1. L'histoire de la Lorraine, ou plus exactement de la Lotharingie, commence en 843 avec le traité de Verdun qui divise l'empire de Charlemagne sur le même modèle remontant au bas empire romain et aux mérovingiens, entre les trois fils de Louis Ier le Pieux. L'aîné, Lothaire Ier, reçoit le titre impérial et les terres de la capitale de l'État, Aix-la-Chapelle, et de la capitale du catholicisme, Rome. Cette bande de terre est coincée entre la Francie occidentale de Charles II le Chauve, son frère, et la Francie orientale de Louis II le Germanique, son autre frère. Lothaire Ier partage au traité de Prüm, juste avant de mourir, sa part de l'empire entre ses trois fils. L'aîné, Louis II le Jeune, reçoit la couronne impériale et le royaume d'Italie. Le second, Lothaire II, obtient la partie nord. Et le troisième, Charles de Provence, règne sur le royaume de Bourgogne, qui comprend la Bourgogne et la Provence. C'est le roi Lothaire II qui donne son nom à son royaume et à ses sujets, Lotharii Regnum et Lotharingi, de la langue franque, Hrothar, signifiant forte armée, car Hroth signifie fort et Heri signifie armée. Le prénom Lothaire est de la même racine que le prénom mérovingien Clotaire. La Lotharingie sera partagée au traité de Meersen en 870 entre Charles II le Chauve et Louis le Germanique. En 888, Arnulf de Carinthie, roi de Francie orientale et petit-fils de Louis II le Germanique, refonde le royaume de Lotharingie pour son fils aîné Sventibold, qu'il avait eu avec sa concubine Winburge. Son drôle de nom lui vient de son parrain Svatopluk Ier de Grande Moravie, c'est-à-dire l'ensemble de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie. Ce roi sera conseillé par l'archevêque Radbod de Trèves, qui sera son chancelier. Sventibold épouse au printemps 897 Oda de Saxe, une fille d'Othon l'illustre, duc de Saxe, et sœur d'Henri l'Oiseleur de Germanie. En 898, Sventibold chasse son ministre, le comte Étienne de Pouilly. Il confisque les biens de Gérard Ier comte de Metz et son frère Manfrid Ier, et il se brouille avec Régnier Ier au long col, comte du Hainaut. Le 30 août 900, Étienne de Pouilly et Gérard et Manfred de Metz affrontent Sventibold près de l'abbaye de Susterne, au nord de Maastricht, où il sera enterré. Sa veuve, Oda de Saxe, épouse en 902 Gérard Ier de Metz. Leur fille, Oda de Metz, épousera Gozlin et sera la mère de Godefroy le Captif, dont nous reparlerons plus tard. Le roi Arnulf de Carinthie, roi de Germanie, meurt le 8 décembre 899, et les nobles de Lotharingie prêtent serment au petit frère de Sventibold et fils légitime d'Arnulf, Louis IV l'Enfant, à Thionville en mars 900. En 903, Louis IV l'Enfant, qui a gardé l'archevêque Radbod de Trèves comme chancelier, nomme comme premier duc de Lotharingie Gébard de Landau, un cousin au premier degré du côté de sa mère, apparenté aux dynasties conradiennes et ottoniennes. Le duc Gébard est blessé à une bataille près de Augsbourg contre les Hongrois et meurt le 22 juin 910. À la mort de Louis IV l'Enfant, la Lotharingie passe sous la domination du carolingien de Francie occidentale Charles III le Simple, arrière-petit-fils de Louis Ier le Pieux. Sans être officiellement duc, c'est le comte Régnier Ier au long col de Hainaut,
fils de Hermengarde, fille de Lothaire Ier, qui est l'homme fort de Charles III dans la région. À sa mort en 915, le nouvel homme de confiance du roi devient Wigéric de Bidgau, l'époux de Cunégonde, sœur de Charles III, qui est nommé comte palatin de Lotharingie. La dynastie ottonienne prend le pouvoir du côté des Allemands, et Henri Ier de Saxe, l'Oiseleur, contrôle toute la Lotharingie en 925. Il nomme alors Giselbert, fils de Régnier Ier Longcol de Hainaut, comme deuxième duc de Lotharingie, à qui il donne sa fille Gerberge de Saxe comme épouse. Comme dans Game of Thrones, Giselbert se retourne contre ceux qui l'ont nommé, en 938, en se rebellant contre Othon Ier de Saxe, fils d'Henri Ier l'Oiseleur, et en s'alliant au frère de celui-ci, Henri Ier. Leur rébellion vaincue, Giselbert est retrouvé mort, noyé dans le Rhin. C'est Henri Ier, réconcilié avec son frère Othon Ier, qui devient duc de Lotharingie, de 939 à 940. Mais ne parvenant pas à s'imposer, il est remplacé, comme duc de Lotharingie, par Othon Ier, fils de Ricuin, comte de Verdun. Henri Ier cherche alors à assassiner son frère Othon Ier de Saxe, au château de Quedlinbourg. Le complot découvert, Henri est emprisonné. 6 ans plus tard, Othon Ier nomme son frère Henri Ier comme duc de Bavière, qui sera le père d'Henri II le Querelleur. Une histoire de famille. En 944, au décès du duc Othon Ier, fils de Ricuin de Verdun, Othon Ier de Saxe nomme son gendre Conrad Ier le Roux, époux de Luitgarde de Saxe. En 951, Conrad Ier le Roux accompagne son beau-père, le roi Othon Ier, dans sa campagne d'Italie. Conrad négocie la paix avec le roi Béranger II d'Italie, mais son accord est rejeté par la Diète de Augsbourg en août 952. Après la mort de sa femme Luitgarde en 953, Conrad s'allie avec Luitwolf de Souabe, fils d'Othon Ier, pour se révolter. En réaction, Othon Ier nomme son frère, Brunon, archevêque de Cologne, comme duc de Lotharingie. L'année suivante, Conrad et Luitdolf se réconcilient avec Othon Ier. C'est ainsi que Conrad ira combattre les Hongrois avec l'empereur Othon, où il mourra sur le champ de bataille de Lechfeld, près d'Augsbourg. Lassé des 60 ans de révoltes successives des ducs Giselbert, Henri Ier et Conrad Ier, le nouveau duc Brunon de Cologne décide de diviser la Lotharingie en deux en 959. La Basse-Lotharingie, qui correspond à la Belgique et aux Pays-Bas, revient à Godefroy de Metz, comte de Hainaut et de Jülichgau, fils de Godefroy de Juliers, comte de Jülichgau, et petit-fils de Gérard Ier de Metz et d'Oda de Saxe, veuve de Sventibold. Quant à la Haute-Lotharingie, qui correspond actuellement à la Lorraine, au Luxembourg, à la Sarre et à la Rhénanie-Palatinat, elle échut à Frédéric Ier, comte de Bar, fils de Wigéric de Bidgau et de Cunégonde, la sœur de Charles III le Simple, roi de France. À noter que le frère de Frédéric Ier, Gozelin, est par sa femme Oda de Metz, le beau-frère du père de Godefroy de Metz. Alors que Frédéric Ier fonde une dynastie et que le duché de Haute-Lotharingie se stabilise rapidement, le duché de Basse-Lotharingie, plus puissant, connaît une valse de destitution, de conflits et de dynasties. Godefroy de Metz accompagne Othon Ier, devenu premier empereur du Saint-Empire romain germanique en 962, de sa seconde expédition d'Italie contre Béranger II et le pape Jean XII. Mais il meurt d'une épidémie à Rome en 964. Son poste restera vacant pendant 14 ans. De son côté, Frédéric Ier était marié à Béatrice de France, sœur du Capet. Son troisième frère, Siegfried, fonde la forteresse de Luxembourg en 963. Sa fille, Ida, épouse Radbot, qui fonde en 1020 la forteresse de Habsbourg et la dynastie du même nom. En 978, Frédéric abdique en faveur de son fils Thierry Ier. Il mourra en 984.
En 977, un nouveau duc est nommé en Basse-Lotharingie. C'est Charles Ier, le fils du roi de France Louis IV d'Outre-mer, un carolingien, fils de Charles III le Simple, et de Godberge de Saxe, une ottonienne, sœur d'Othon Ier, et veuve du duc de Lotharingie, Giselbert. Le frère aîné du duc Charles Ier est le roi de France, Lothaire de France. En août 978, le roi Lothaire, avec Hugues Capet, partent en expédition et pillent Aix-la-Chapelle. En représailles, l'empereur Othon II et le duc Charles Ier envahissent la France en octobre 978 et ravagent Reims, Soissons et Laon. Le duc Charles Ier est alors proclamé roi de France à Laon par l'évêque Thierry Ier, cousin germain de l'empereur Othon Ier. Incapable de prendre Paris face à l'armée de Hugues Capet, le 30 novembre 978, Othon II et le duc-roi Charles sont obligés de lever le siège et de repartir à Aix-la-Chapelle. En 985, le roi Lothaire décide de s'emparer de la Lotharingie. Il s'empare de Verdun en mars et emprisonne Godefroy le Captif, comte de Verdun, fils de Gozzelin et d'Oda de Metz et frère du duc Frédéric Ier. Il emprisonne également Siegfried de Luxembourg, autre frère de Frédéric Ier, et le duc Thierry Ier de Haute-Lotharingie. Le roi Lothaire meurt soudainement à Laon le 2 mars 986. Son fils, le roi Louis V, meurt à la chasse d'une chute de cheval le 21 mai 987. En 987, l'Assemblée des nobles de France écarte le duc Charles Ier, oncle de Louis V, perçu comme trop pro-allemand, et choisissent Hugues Capet comme nouveau roi de France. Ses descendants régneront désormais sur la France. De mai 988 à avril 991, le duc Charles Ier mène une guerre victorieuse contre le roi Hugues Capet. Le jour du dimanche des Rameaux, ou du jeudi saint, l'évêque Adalbéron de Laon, neveu de Godefroy le Captif, jure fidélité au duc Charles Ier. La nuit même, l'évêque profite du sommeil du duc pour faire entrer ses hommes armés dans la chambre du duc, et il le capture avec sa femme et ses enfants. Livré à Hugues Capet, le roi enferme son rival à Orléans, où il meurt peu après. Du côté français, pendant ce temps-là, il se passe un événement d'une importance historique considérable. C'est l'avènement d'Hugues Capet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que lorsque Louis V, le carolingien, le roi Louis V, meurt, normalement la couronne devait revenir à son oncle Charles parce qu'il n'avait pas d'héritier direct. Le petit problème, c'est que l'oncle en question s'était reconnu le vassal d'Othon III, de l'empereur d'Allemagne, celui justement qui se fait couronner empereur et qui adopte l'héraldique céleste. Or, les seigneurs francs ne veulent pas d'un roi de France, puisque à l'époque c'est encore une monarchie élective, les seigneurs francs ne veulent pas d'un roi de France qui se soit reconnu le vassal de l'empereur d'Allemagne. Ils décident donc d'offrir le trône à Hugues Capet. Hugues Capet est proclamé roi à Noyon. Il décide de se faire sacrer à Reims, donc de recevoir l'huile et devenir oint du seigneur selon les rites de la monarchie française. Il décide de fixer sa résidence à Paris. Il fonde, sans peut-être le savoir, la dynastie capétienne qui va régner 861 ans jusqu'en 1848. Cette dynastie capétienne va faire la France. Il faut bien voir qu'elle trouve son origine et sa légitimité dans le refus de la soumission à un empire étranger dont, soit dit en passant, le symbole est bleu aux étoiles d'or. Son fils Othon II, régent depuis 987, lui succède sur le duché de Basse-Lotharingie. Le duc de Haute-Lotharingie, Thierry Ier, déjà fait prisonnier du roi de France, Lothaire, en 985, puis emprisonné une seconde fois par Eudes de Blois, comte de Troyes et de Meaux, en 1018, lequel s'empare du Bourmont dans le Bassigny et de Vaucouleurs dans la Meuse, décide d'associer son fils Frédéric II au gouvernement du duché
en 1019. Thierry Ier meurt en 1026. Le duc Frédéric II a 2 filles et un fils. Sa fille aînée, Sophie, sera comtesse de Bar et l'ancêtre des ducs de Bar. Son fils, Frédéric III, lui succède comme duc de Haute-Lotharingie en 1028. Sa fille cadette, Béatrice, deviendra duchesse de Basse-Lotharingie en épousant Godefroy II le Barbu. Le duc Frédéric III meurt à l'âge de 13 ans en 1033. En 1012, Godefroy Ier, comte de Verdun et fils aîné de Godefroy le Captif, est nommé duc de Basse-Lotharingie à la mort d'Othon II par l'empereur Henri II. Sa nomination suscita des jalousies, car Verdun est en Haute-Lotharingie, et il dut combattre le comte Lambert Ier de Louvain et le neveu de celui-ci, Régnier V de Mons, c'est-à-dire une partie du Hainaut. En effet, Lambert Ier est l'arrière-petit-fils de Régnier Ier au long col et le petit-neveu du duc Giselbert, mais surtout son épouse Gerberge, comtesse de Bruxelles, est la fille du duc Charles Ier, et le duc Othon II était donc son beau-frère. Le duc de Basse-Lotharingie réussit à les vaincre à la bataille de Florène le 12 septembre 1015. Lambert Ier fut tué et Régnier V dut épouser Mathilde de Verdun, une nièce de Godefroy Ier, et il reçut en dot le comté du Hainaut. Le 27 août 1017, Godefroy Ier inflige une sévère défaite au comte Gérard III de Metz, alors que celui-ci avait plus d'hommes dans son armée. L'année suivante, Godefroy Ier est envoyé par l'empereur Henri II pour châtier le comte félon Thierry III de Frise occidentale. Mais il est vaincu et fait prisonnier à la bataille de Vlaardingen, Fladingue en français, le 29 juillet 1018. Libéré, Godefroy Ier meurt sans enfant en 1023. Son plus jeune frère, Gotélon Ier, fils de Godefroy le Captif, lui succède comme duc de Basse-Lotharingie. À la mort soudaine et sans enfant de l'empereur Henri II le Saint, de la dynastie ottonienne, le 13 juillet 2024, il s'oppose d'abord violemment à la prise de pouvoir de Conrad II le Salique, arrière-petit-fils du duc de Lotharingie Conrad Ier le Roux, et de Luitgarde de Saxe, fille de l'empereur Othon Ier. Mais il finit par se soumettre en 1025. En 1033, après la mort sans enfant de son jeune arrière-petit-cousin Frédéric III de Haute-Lotharingie, Gotélon Ier reçoit de l'empereur Conrad II, le Salique, l'autorité sur le duché de Haute-Lotharingie, réunifiant ainsi l'ancien royaume de Lothaire II. En 1032, Eudes II de Blois, comte de Troyes et de Meaux, étant le neveu du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III, par sa mère, Berthe de Bourgogne, il se déclare son successeur face à l'empereur Conrad II le Salique. Eudes II cherche à se créer un royaume entre France et Germanie. Ce fantasme sera repris par d'autres, on le verra plus tard. Eudes II fait semblant de se soumettre en 1034, mais, profitant de l'absence de l'empereur parti en Italie, Eudes II décide d'attaquer Aix-la-Chapelle en passant par la Lotharingie. En octobre 1037, le duc Gotélon Ier défend son territoire contre une nouvelle invasion du comte Eudes II de Blois, qui avait déjà vaincu Thierry Ier en 1018. Eudes II est arrêté à Commercy, dans la Meuse, et meurt sur le champ de bataille le 15 novembre 1037. Godefroy II le Barbu, fils aîné de Gotélon Ier, investi par son père comme comte de Verdun en 1025 et associé au gouvernement de Haute-Lotharingie dès 1040, succède à son père. Mais, car il y a un mais, conformément à la volonté de son père décédé en 1044, il est obligé de partager son héritage avec son petit frère. Ainsi, l'empereur Henri III redivise l'ancien royaume de Lothaire II en 2 duchés. Godefroy II, le Barbu, devient duc de Haute-Lotharingie,
et son frère, Godefroy II, le Fainéant, devient duc de Basse-Lotharingie. Godefroy le Barbu se révolte aussitôt contre l'empereur et refuse de participer à la campagne militaire de Hongrie. L'empereur Henri III lui retire immédiatement son duché de Haute-Lotharingie et son comté de Verdun. Godefroy se lance dans une rébellion armée et il ravage les terres de Basse-Lotharingie, mais, après plusieurs défaites, il se rend compte qu'il ne peut pas gagner et il se présente humblement à Henri III en 1045. Godefroy est jeté dans la prison de Giebichenstein avec l'un de ses fils qui meurt pendant cette détention. L'empereur le gracie en 1046 et lui redonne la liberté et le duché de Haute-Lotharingie, mais pas le comté de Verdun, donné à Thierry, l'évêque de Verdun, ni la Basse-Lotharingie, qui est toujours à Gotélon II le Fainéant. Et à la mort de ce dernier Fainéant, en début 1047, l'empereur Henri III confie le duché de Basse-Lotharingie à Frédéric IV, petit frère du comte Henri II de Luxembourg et petit cousin du duc Gotélon Ier. Godefroy le Barbu est fou de rage et reprend les armes. Il attaque Verdun, mais l'évêque en fuite saccage la ville et brûle la cathédrale, ce qui lui vaudra d'être excommunié. En plus de l'évêque de Verdun, Godefroy doit aussi lutter contre l'évêque de Metz, Adalbéron III, frère du nouveau duc Frédéric IV de Basse-Lotharingie. Godefroy perd alors aussi la Haute-Lotharingie, que l'empereur Henri III attribue au comte Adalbert III de Metz, descendant du comte Gérard Ier de Metz, qui avait vaincu le roi Sventibold de Lotharingie. Godefroy force Adalbert, le premier duc de Lorraine, à livrer bataille le 11 novembre 1048 à Thuin dans le Hainaut. Adalbert est vaincu et tué, mais l'empereur Henri III le remplace par son jeune petit frère Gérard d'Alsace, devenu Gérard V de Metz et Gérard Ier de Lorraine, âgé de 10 ans. En voyage en Lorraine, le nouveau pape Léon IX, élu en 1049, qui était l'ancien évêque de Toul, Bruno d'Eigisheim d'Augsbourg, dont le père Hugues IV de Nordgau est le petit cousin du duc Frédéric IV, met tout son poids pour aider le nouveau duc de Lorraine. Il mourra le 19 avril 1054 et sera canonisé Saint Léon IX en 1087. Godefroy II, le Barbu, ne peut lutter contre l'alliance de l'Empire et de l'Église. Il doit s'avouer vaincu. Godefroy se réconcilie avec l'évêque de Verdun, Thierry, et il contribue à la reconstruction de la cathédrale, et il finit par obtenir la restitution du comté de Verdun. Veuf de sa première femme, Doda, mère de ses enfants, Godefroy le Barbu se remarie en 1053 à la veuve Béatrice de Bar, fille du duc Frédéric II de Haute-Lotharingie. 2 ans plus tard, en 1055, l'empereur Henri III arrête Godefroy le Barbu, Béatrice de Bar, et les enfants de son premier mariage, Frédéric Boniface IV, l'héritier du marquisat de Toscane, et Mathilde de Toscane. Le jeune Frédéric Boniface IV meurt à 13 ans des rigueurs de l'emprisonnement. Godefroy réussit à s'enfuir par les Alpes, et, avec l'aide de Baudouin V de Flandre, qui attaque Trèves et Nimègue, Godefroy s'en prend au duc Frédéric IV de Basse-Lotharingie à Anvers. Mais avec l'aide des Lotharingiens, Frédéric IV est délivré et Godefroy est forcé de se rendre. L'empereur Henri III meurt le 5 octobre 1056. Son fils, âgé de 6 ans, Henri IV, lui succède sous la régence de sa mère, l'impératrice Agnès de Poitiers. Godefroy, Béatrice et Mathilde de Toscane sont libérés, mais ils partent s'exiler en Toscane en 1057. Godefroy fait élire son frère Frédéric de Lorraine, chancelier du pape Léon IX, comme nouveau pape le 3 août 1057, sous le nom d'Étienne IX. Étienne IX
cherche à faire élire son frère Godefroy comme empereur, mais il meurt empoisonné à Florence le 29 mars 1058. Godefroy chasse le nouveau pape italien, Benoît X, qu'il fait déposer comme antipape, et le fait remplacer par le bourguignon Gérard Allobroge, sous le nom de Nicolas II, le 6 décembre 1058. Comme l'autre pape lorrain, Saint Léon IX, Saint Étienne IX sera également canonisé. Le pape Nicolas II établit en 1059 que le pape ne doit plus être nommé par l'empereur, ni proclamé par le peuple de Rome, mais qu'il doit être élu par le collège des cardinaux. À sa mort à Florence, le 19 juillet 1061, Godefroy soutient l'élection d'Anselmo da Baggio sous le nom d'Alexandre II. En réaction, l'impératrice Agnès de Poitiers et son fils le jeune empereur Henri IV font élire à Bâle l'évêque de Parme, Pietro Cadallo, comme l'antipape Honorius II. Celui-ci descend sur Rome et s'empare de la ville sainte le 14 avril 1062. Mais en mois de mai 1062, Godefroy arrive à Rome et force Honorius II et Alexandre II à se soumettre. L'antipape Honorius II repart à son évêché de Parme et le pape Alexandre II retourne à son évêché de Lucques en Toscane. Pendant ce temps-là, une révolution de palais a lieu en Allemagne. Le jeune empereur Henri IV est kidnappé et la régence est retirée à sa mère Agnès par l'archevêque de Cologne Anno II, qui juge le conflit entre Alexandre II et Honorius II en déclarant Alexandre II comme étant le vrai pape et Honorius II comme étant un faux antipape. L'archevêque Anno II sera canonisé en 1183 par le pape Lucius III. Le duc Frédéric IV de Basse-Lotharingie meurt le 28 août 1065 alors qu'il est en guerre contre l'archevêque de Cologne et le régent de l'Empire, Anno II. L'empereur Henri IV nomme Godefroy II le Barbu duc de Basse-Lotharingie. En 1066, Godefroy II part combattre les Normands qui menacent la papauté d'Alexandre II. Pour des raisons de santé, le duc Godefroy II quitte la Toscane avec Béatrice de Bar et il installe sa cour à Bouillon dans le Luxembourg belge, où il meurt à la nuit de Noël 1069. Il est enterré dans la cathédrale de Verdun. Son fils lui succède à la tête du duché, si durement gagné. Le duc Godefroy III, le Bossu, fils de Godefroy II et de sa première femme Doda, épouse en décembre 1069 Mathilde de Toscane, fille de Boniface III, et de sa belle-mère Béatrice de Bar, seconde femme de son père Godefroy II. Non, ce n'est pas de l'inceste, c'est de l'héritage consanguin. Lol. Le mariage d'intérêt est un échec. Quelle surprise. Mais ils ont une fille prénommée Béatrice qui meurt en bas âge le 29 janvier 1071. Et dès ce moment-là, le couple se sépare et Mathilde retourne en Italie auprès de sa mère Béatrice en janvier 1072. Même politiquement, rien ne va plus entre le duc de Basse-Lotharingie et la comtesse de Toscane. Car, durant la querelle des investitures, qui consiste à une bagarre pour savoir qui c'est qui doit nommer les évêques, entre l'empereur ou le pape, le duc fait partie des Gibelins, le parti impérial, tandis que la comtesse fait partie des Guelfes, qui soutient le parti pontifical. Ainsi, Godefroy III combat pour l'empereur Henri IV contre le duc de Saxe en 1075. Et il soutient l'évêque d'Utrecht, attaqué par les comtes de Hollande et de Flandre en 1076. Il en profite pour conquérir la Frise et fonde la ville de Delft, entre La Haye et Rotterdam. Par contre, l'autorité du Galles est évincée du sud-est par la prise de contrôle et l'indépendance de la principauté évêché de Liège. Une nuit, proche du château de Vlaardingen,
Fladingue en français, à l'ouest de Rotterdam, Godefroy III, qui s'est retiré pour un besoin naturel, est attaqué par un espion appelé Giselbert, envoyé par le comte de Flandre. Le duc est transpercé par une épée, et ensuite il sera transporté à Utrecht, où il meurt une semaine plus tard, le 26 février 1076. Malgré l'opposition de Mathilde de Toscane, Godefroy III désigne son neveu Godefroy de Bouillon pour lui succéder. Mais l'empereur Henri IV nomme son fils Conrad à la tête du duché. Lorsqu'il reçoit de son père le titre de duc de Basse-Lotharingie en 1076, le duc Conrad II n'a que 2 ans. C'est donc Albert III, comte de Namur, qui est nommé comme régent et vice-duc. À noter pour les liens familiaux que le duc Conrad II est le descendant en ligne directe du duc Conrad Ier le Roux de Lotharingie. Quant à Albert II de Namur, il est le fils d'Albert II et de Régélinde de Verdun, la fille du duc Gothélon Ier et la sœur des ducs Gothélon II et Godefroy II le Barbu. Le vice-duc Albert III est l'époux de Ida de Saxe, veuve du duc Frédéric IV de Basse-Lotharingie. Bref, le monde de l'aristocratie est tout petit. Le duc Conrad II est confié à Tedaldo Castiglione, l'archevêque de Milan, et il reste vivre en Italie. À 13 ans, Conrad II est élu roi des Romains et il est couronné à Aix-la-Chapelle le 13 mai 1087, ce qui fait de lui l'héritier de l'Empire. Le duché de Basse-Lotharingie est alors rendu à Godefroy de Bouillon. Le prince Conrad, sous l'influence de la comtesse Mathilde de Toscane, se rallie au parti guelfe papiste et s'oppose donc à son père, l'empereur Henri IV, dans le cadre de la querelle des investitures. L'archevêque de Milan, Anselmo III d'Aro, couronne le prince Conrad roi d'Italie en 1093. Et le pape Urbain II marie Conrad avec Constance, fille de Roger Ier, comte de Sicile, à Pise en 1095. Face au comportement de son fils s'opposant à lui, l'empereur Henri IV destitue Conrad et désigne son second fils, Henri V, comme son successeur. À partir de cette date, l'influence de Conrad en Italie diminue. Pratiquement abandonné par la comtesse Mathilde de Toscane, il vit reclus dans le petit château de Borgo Stanto Donino, à Fidenza. Comme dit l'historien Jean de Sismondi, Conrad II fut méprisé de ceux-mêmes qui avaient suscité sa révolte et qui en avaient profité. Conrad meurt à Florence de la malaria en 1101. Bref, c'est la joie. Mathilde de Toscane sera une dévote servante des papes toute sa vie et offrira ses états au pape à sa mort. Un poème biographique, en hexamètre, intitulé Vita Mathildis, sera écrit en son honneur au XIIe siècle, et son corps sera inhumé en 1632 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Godefroy de Bouillon, fils du comte Eustache II de Boulogne, et de Sainte Ida, fille de Godefroy II le Barbu, et sœur de Godefroy III le Bossu, devient enfin le duc Godefroy IV de Basse-Lotharingie en 1087. Cela en récompense de la part de l'empereur Henri IV pour sa fidélité à son suzerain dans le cadre de la querelle des investitures, au point qu'il est entré dans Rome les armes à la main pour lutter contre le pape Grégoire VII en 1084-1085, qui en meurt en exil. Les historiographes écrivent que le noble duc Godefroy de Bouillon, militant pour l'empereur lors dudit assaut de Rome, fut le premier qui, de son côté, rompit les murailles et entra à force dedans Rome. En quoi faisant, il prit tant de peine, labeur et travaux, qu'il tomba en maladie,
tel qu'on espérait en lui mieux la mort que la vie. Et alors il fait un vœu à Dieu, que s'il retournait en santé, il ferait le saint voyage de Jérusalem. Peu après lequel vœu, il fut guéri. Écrit par Richard de Wassebourg en 1549, dans Volume des Antiquités de la Gaule-Belgique, Royaume de France, Austrasie et Lorraine. Livre 4, Livre des Antiquités de la Gaule-Belgique depuis Hugues Capet jusqu'à Louis VIII du nom. Feuillet 249, recto. En 1095, le pape Urbain II lance depuis Clermont, c'est-à-dire l'actuel Clermont-Ferrand, l'appel à la première croisade. Ô Fils de Dieu, après avoir promis à Dieu de maintenir la paix dans votre pays et d'aider fidèlement l'Église à conserver ses droits, et en tenant cette promesse plus vigoureusement que d'ordinaire, vous qui venez de profiter de la correction que Dieu vous envoie, vous allez pouvoir recevoir votre récompense en appliquant votre vaillance à une autre tâche. C'est une affaire qui concerne Dieu et qui vous regarde vous-même, et qui s'est révélée tout récemment. Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient, et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée, et plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle le bras Saint-Georges, dans le pays de Romanie. Ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Si vous demeuriez encore quelque temps sans rien faire, les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion. Aussi, je vous exhorte et vous supplie. Et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents, le Christ l'ordonne. À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, et qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l'accorde à ceux qui partiront à ce voyage, en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. Quelle honte si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l'emportait sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom de chrétienne. Quel reproche le Seigneur lui-même vous adresserait si vous ne trouviez pas d'homme qui soit digne, comme vous, du nom de chrétien. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, un combat qui vaut d'être engagé et qui mérite de s'achever en victoire. Ceux-là qui, jusqu'ici, s'adonnaient à des guerres privées et abusives aux grandes dames des fidèles. Qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui n'étaient que des brigands. Qu'ils luttent maintenant à bon droit contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents. Ce sont les récompenses éternelles qu'ils vont gagner, ceux qui se faisaient mercenaires pour quelques misérables sous. Ils travailleront pour un double honneur, ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur âme. Ils étaient ici, tristes et pauvres. Ils seront là-bas, joyeux et riches. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur. Là-bas, ils seront ses amis.
C'est la citation du discours du bienheureux pape Urbain II pour l'appel à la croisade, d'après ce qu'on a retranscrit Fouché de Chartres dans son livre Historia Hierosalamitana sur l'histoire de la croisade à Jérusalem. Fouché de Chartres sera le chapelain de Baudoin de Boulogne, le frère du duc Godefroy IV de Bouillon. Le duc Godefroy IV de Basse-Lotharingie est l'un des premiers à répondre à l'appel du pape et il devient l'un des principaux chefs des croisés. Godefroy et ses frères partent le 15 août 1096 à l'abbaye d'Avelin, au sud de l'île. Ils arrivent à Constantinople, la future Istanbul, en novembre. Godefroy et ses frères promettent à l'empereur byzantin, Alexis Ier Comnène, de l'aider à retrouver ses territoires perdus. L'armée des croisés arrive en Asie et Godefroy fait élargir la route reliant Nicomédie à Nicée. Le siège de Nicée, prise par les Turcs en 1085, commence le 6 mai 1097. Le 26 juin, les Turcs se rendent aux Byzantins. Les croisés gagnent la bataille de Dorilé le 1er juillet contre le sultan turc de Roum, Kilij Arslan Ier. You have a traitor in your midst, Arslan? I shall talk with you alone. Les croisés arrivent à Antioche le 20 octobre. Ils assiègent la ville avec l'aide des Arméniens de Cilicie, installés là depuis le XIe siècle. En décembre, Godefroy tombe malade. Antioche finit difficilement par être prise le 2 juin 1098. Le 11 décembre 1098, la ville de Mahara an-Norman tombe aux mains des croisés Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et Bohémond de Tarente, qui font plus de 20 000 morts et vont jusqu'au cannibalisme. Ainsi, Raoul de Caen raconte, à Mahara, les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans des marmites. Ils fixaient les enfants sur des broches et les dévoraient grillés. Albert d'Aix écrit dans sa chronique « Les nôtres ne répugnaient pas à manger non seulement les Turcs et les Sarrasins tués, mais aussi les chiens. » La chronique anonyme « Gesta Francorum et aliorum Hierosalamitanorum » affirme « Les Francs s'attardèrent à Mahara 1 mois et 4 jours. Il y eut là des nôtres qui manquèrent du nécessaire. Alors ils ouvraient les cadavres, parce que, dans leur ventre, on trouvait des besants cachés. Ou bien, ils ont découpé la chair en morceaux, et ils la faisaient cuire pour la manger. » Guillaume, l'archevêque de Tyr, écrit dans son Histoire d'Outre-mer, « Bohémond en fit mettre à la broche et retire plusieurs, comme pour viande préparée au souper de lui et des siens. » Raymond d'Aiguillère, chapelain du comte toulousain Raymond de Saint-Gilles, écrit dans son Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem, « De leur côté, les Sarrasins et les Turcs disaient entre eux, « Qui pourra donc résister à ce peuple tellement obstiné et cruel que, pendant 1 an, ni la famine, ni le glaive, ni aucun péril n'ont pu le faire renoncer au siège d'Antioche, et que maintenant il se nourrit de la chair humaine. » Enfin, Richard le Pèlerin chantera dans sa chanson d'Antioche, en ancien français, « La porte de Sieur qui se voit contrement, dessous la tour principale, le frère Gontremont, là fut l'Irois à Tarfour et Ribaud lui sont, et jure d'un Dieu qui forma tout le monde, que s'ils tiennent païens, aux dents les mangeront. » Dans la chanson d'Antioche, chant 4, laisse 12. Alors, bon appétit, bien sûr. Bon appétit, c'est une bonne idée. Mais revenons à nos cochons. Après l'été, Godefroy de Bouillon se retire chez son frère Baudouin à Édesse, car au mois d'octobre 1097, le seigneur arménien d'Édesse, Tauros, demanda l'aide des croisés contre les Turcs. Baudouin
réussit à imposer son indispensabilité au point de pouvoir faire du chantage au seigneur d'Édesse. Ou bien Tauros l'adopte comme fils, ou bien il s'en va avec les croisés. Baudouin est donc adopté comme fils par Tauros. Tauros meurt dans une émeute le 9 mars 1098, et le nouveau fils devient déjà comte d'Édesse. Certains complotistes de l'époque accusèrent Baudouin du meurtre. Agite la théorie du complot. L'ancien secrétaire d'État dénonce un complot politique. Pour étayer la thèse du complot, il évoque un complot. Je m'excuse, le Watergate. Non mais il est ironique quand il dit qu'il n'y a pas complot. Pour dénoncer une sorte de complot politique. Je suis victime d'un complot, dit-il. Et les théories du complot. Il y a un complot. Il y a un complot international. Y a-t-il complot? Non. Y a-t-il mystère? Oui. Toujours le même refrain, complot, complot, complot. Le 13 janvier 1099, les croisés partent pour Jérusalem. En suivant la côte, ils passent devant Arka, au Liban, puis Jaffa. Ils arrivent à Bethléem, ville de la naissance du Christ, le 6 juin, et mettent le siège devant Jérusalem le lendemain. La ville sainte, qui venait juste de tomber dans les mains des Shia fatimides d'Égypte en 1098, est prise par les croisés le 15 juillet 1098, et ceux-ci massacrent et expulsent les populations musulmanes et juives de la ville. L'auteur anonyme de la Gesta Francorum et Aliorum Hierosalyminatorum écrit « Certains de nos hommes, et c'était miséricorde, coupaient la tête de leurs ennemis, d'autres leur décochaient des flèches, les faisaient tomber des tours, d'autres encore prolongeaient les tortures en les livrant à la flamme. On pouvait voir dans les rues de la ville des monceaux de têtes, de mains et de pieds. Il fallait se faire un chemin à travers les cadavres d'hommes et de chevaux. Mais c'était là peu de choses comparé à ce qui arriva près du temple de Salomon. Si je dis la vérité, elle dépassera ce qu'il vous est possible de croire. Qu'il me suffise donc de le dire, que les hommes chevauchaient dans le sang qui leur montait aux genoux et à la bride. Quand les païens furent vaincus, nos hommes ont saisi un grand nombre d'hommes et de femmes, soit en les tuant, soit en les gardant captifs à leur guise. Raymond, comte de Toulouse, a fait que l'émir et les autres avec lui furent conduits à Ascalon, entiers et indemnes. Le chroniqueur Raymond d'Aiguillère confirme « Dans le temple et le porche de Salomon, les hommes chevauchaient dans le sang jusqu'aux genoux et les reines des brides. Des musulmans réfugiés dans la tour de David et demandant la protection du comte Raymond, remirent la tour entre ses mains. Ce dernier fait est d'ailleurs présent chez l'historien musulman Ibn al-Athir, dont la tombe fut profanée par Al-Qaïda, ramifiée à l'État islamique, en juin 2014. Et il écrit dans son Al-Kamil fil Tahrir, au tome 10, un groupe de musulmans se sont barricadés dans l'oratoire de David, Mihrab Daoud, et se sont battus pendant plusieurs jours. Ils ont obtenu leur vie sauf en échange de leur reddition. Les Francs ont honoré leur parole, et le groupe est parti de nuit pour Ascalon. Enfin, Fouché de Chartres, qui était auprès de Baudouin à Édesse, écrira dans son histoire de la première croisade « Dans ce temple, 10 000 personnes ont été tuées. En effet, si vous y aviez été, vous auriez vu nos pieds colorés du sang des morts. Mais nous dirions quoi de plus? Aucun d'entre eux n'a été laissé en vie, ni femme, ni enfant n'ont été épargnés. » La couronne de roi de Jérusalem est offerte par les chevaliers à Godefroy de Bouillon. Il accepte avec réticence de prendre cette charge sous le titre plus humble d'avoué du Saint-Sépulcre. Et il refuse de porter une couronne royale dans la ville où le Christ fut crucifié avec une couronne d'épines. Une légende lorraine est rapportée par Jean-Baptiste de Vadère dans son Traité de l'origine des ducs et du duché du Brabant en 1672. Contre ce que j'ai assuré,
que Godefroy de Bouillon n'a pas été duc de la Lorraine mosellane, on objectera peut-être que la conformité des armes des ducs modernes avec celle de Godefroy est une marque qu'ils sont les véritables successeurs, puisqu'ils ont toujours porté les alérions, dont Godefroy blasonna le premier son écu au rapport de Wassebourg. Un jour, dit-il, après la conquête de Jérusalem, Godefroy de Bouillon, étant en la tour de David, demanda aux gens du pays le nom de 3 oiseaux qu'il voit journellement voler par-dessus la dite tour, laquelle fut dit qu'on les appelait alérions, et que de toute ancienneté, par une commune renommée des anciens, on disait qu'ils devaient être tués par un qui par droit devait être roi de Jérusalem. Et donc Godefroy prit son arc et tira contre eux, tellement que d'un seul coup les perça tous 3. Et en mémoire de ce fait, voulut porter les 10 alérions, sans pied et bec, en manière de bande, en travers de son écu d'or. Rosière, ce grand conteur de fables, dit « Ec id omitendum videtur notatu dignissimum godifridum ad Davidis turim Hierosalimis tres aleriones volitantes una sagita cosixis quibus hodie lotheringiae principes in prenenam memoriam pro insignibus utuntur ». Ce qui n'est pas sans mystère, dit Thierry, dans sa généalogie manuscrite de la maison de Lorraine, puisque dans ce mot « alérion », on trouve le mot « Lorraine » sans aucun changement de lettre. Lefebvre dit dans ses considérations historiques que c'est un conte pour faire plaisir que Godefroy de Bouillon ait pris 3 alérions dans ses armes pour avoir tué 3 petits oiseaux. Jean-Baptiste de Vader, traité de l'origine des ducs et des duchés du Brabant, page 309-311. Godefroy établit un code de loi pour ces États, connu sous le nom de Assises de Jérusalem. Le 12 août 1099, les croisés écrasent l'armée du vizir fatimide d'Égypte, El-Afzal, venu pour négocier, faisant 10 000 victimes à la bataille d'Ascalon. Le duc Godefroy décède l'année suivante, le 18 juillet 1100. Le duc est peut-être mort de la peste selon des historiens modernes. Selon les rumeurs de l'époque chez les croisés, il aurait été empoisonné par l'émir de Césarée en juin 1100, d'après Albert d'Aix et Ekehart d'Ora. Mais d'après le chroniqueur arabe Hamza ibn al-Karanissi, alors qu'ils assiégeaient la ville d'Acre, Godefroy, le souverain de Jérusalem, fut frappé d'une flèche qui le tua. Citation de Mudayal fi Tarikh Damashik. Autre frère, autre mœurs. Quand Baudouin d'Édesse apprend la mort de son frère, il vient immédiatement se faire couronner roi de Jérusalem le 25 décembre 1101 dans la basilique de la Nativité de Bethléem. Le premier roi de Jérusalem répudie son épouse arménienne, Arda, et la jette dans un couvent pour se remarier à Adélaïde de Savone, la riche veuve du comte Roger Ier de Sicile. Il finit par se séparer d'Adélaïde pour échapper à l'excommunication parce que l'Église l'accuse de bigamie, mais pas avant d'avoir dépensé tout l'argent de la dot de sa femme. Bref, la classe. Dans le duché de Lotharingie, le successeur désigné du duc Godefroy IV de Bouillon est Henri II, duc de Limbourg. Henri II est le fils de Valéran Ier de Limbourg et de Jutta de Luxembourg, fille du duc de Basse-Lotharingie, Frédéric IV de Luxembourg. Henri II était déjà comte de Limbourg et d'Arlon depuis 1082, quand il devient duc de Basse-Lotharingie en 1101. Henri II ne se montre pas reconnaissant à cette nomination, car il hésite à changer de camp et à prendre le parti de l'empereur Henri IV dans son conflit avec son fils Henri V.
dans le cadre plus général de la querelle des investitures. Henri II finit cependant par se rallier définitivement au père, Henri IV. Henri IV meurt le 7 août 1106. Le nouvel empereur Henri V ravage les domaines d'Henri II, la ville de Limbourg est prise et le duc est enfermé à Hildesheim. Le duché lui est retiré et il est confié à Godefroy de Louvain. Henri s'échappe et tente de reprendre la Basse-Lotharingie. Mais comme Godefroy II le Barbu, avant lui, Henri II échoue à la reprendre, et il doit faire la paix avec l'empereur Henri V et avec Godefroy de Louvain. Henri, comte de Limbourg et d'Arlon, garde malgré tout le titre ducal et se qualifie de duc de Limbourg, au lieu du titre de comte de Limbourg. Plus tard, Henri, duc de Limbourg, s'alliera avec le duc Lothaire de Simpelbourg, duc de Saxe, et ils combattront et vaincront l'empereur à Andernach en 1114 et à Velfesholt en 1115. Henri de Limbourg meurt en 1119. En 1106, le nouvel empereur Henri V donne le duché de Basse-Lotharingie à Godefroy, comte de Louvain et de Bruxelles et landgrave de Brabant, qui devient duc sous le nom de Godefroy V et reçoit aussi le marquisat d'Anvers. La guerre de 1114-1118 oppose l'empereur Henri V au pape Pascal II et provoque des insurrections en Germanie. Le duc s'oppose d'abord à l'empereur, puis finit par le rejoindre. En 1119, la mort sans descendance du comte Baudoin VII de Flandre conduit à une guerre de succession, dans laquelle Godefroy V soutient Guillaume d'Ypres, qui avait épousé une nièce de sa seconde femme. Mais c'est Charles de Danemark qui s'impose comme comte de Flandre. La même année, le prince-évêque de Liège, Audebert, meurt. Deux candidats sont élus pour lui succéder et se font la guerre. Le duc, Godefroy V, soutient la candidature d'Alexandre de Juliers, partisan de l'empereur, excommunié Henri IV. Mais c'est le candidat du pape, Frédéric de Namur, l'archidiacre du Brabant, et le fils de l'ancien vice-duc de Basse-Lotharingie, Albert III de Namur, qui obtient le poste de prince-évêque de Liège. Mais en 1121 s'ouvre une nouvelle page pour le duc Godefroy V le Courageux, car sa fille Adélaïde épouse le roi Henri Ier d'Angleterre, fils de Guillaume Ier le Conquérant. Henri Ier était le père de l'impératrice Mathilde, épouse de l'empereur Henri V du Saint-Empire romain germanique. Godefroy était donc entré dans la famille impériale. Le 27 mai 1121, le prince-évêque de Liège, Frédéric de Namur, meurt. Le règne du prince-évêque Saint-Albéron Ier de Louvain, frère du duc Godefroy V, durera jusqu'en 1128. Après lui, ce sera le règne de l'ancien candidat du duc, Alexandre de Juliers, qui sera le prince-évêque Alexandre Ier de Liège de 1128 à 1135. Et il deviendra un soutien du rival du duc Godefroy, et il sera déposé pour simonie, c'est-à-dire trafic des cérémonies religieuses pour de l'argent, par le pape Innocent II en 1135, au concile de Pise. Malheureusement, l'empereur Henri V meurt à 38 ans, le 23 mai 1125. Deux seigneurs s'affrontent pour le titre et le trône. D'un côté, Lothaire de Supplinbourg, comte de Saxe, qui fut l'allié de feu l'ex-duc Henri II de Limbourg. De l'autre côté, Conrad de Souabe, duc de Franconie, qui s'est allié au duc Godefroy V le Courageux. Lothaire de Supplinbourg remporte la victoire et devient roi des Romains en 1125, puis empereur du Saint-Empire romain germanique en 1133. Pour avoir parié sur le mauvais cheval, l'empereur Lothaire III
retire à Godefroy V le duché de Basse-Lotharingie et il nomme à sa place, en 1125, Valéran de Limbourg, fils de l'ex-duc Henri II. Comme dans le cas d'Henri II, Godefroy V garde malgré tout le titre ducal et se qualifie de duc de Brabant, au lieu du titre de landgrave de Brabant. Et il garde le marquisat d'Anvers. En 1129, le nouveau duc Valéran et le prince-évêque de Liège, Alexandre Ier, combattent l'ancien duc Godefroy V à Ville-de-Run, dans la ville belge de Saint-Tron. Le 2 mars 1127, le comte de Flandre, Charles de Danemark, est assassiné. Une lutte oppose Guillaume de Cliton, d'un côté, et Thierry d'Alsace, fils du duc Thierry II de Lorraine, dont je parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Godefroy soutient Guillaume de Cliton, mais finit par se rallier au vainqueur Thierry d'Alsace, comte de Flandre, de 1128 à 1168. L'empereur Lothaire III de Supplinbourg meurt le 4 décembre 1137. Lors de ce second round, c'est le duc de Franconie, Conrad de Suabe, qui devient l'empereur le 7 mars 1138. Conrad III fonde la dynastie impériale des Hohenstaufen, qui régnera jusqu'en 1250 sur le Saint-Empire romain germanique. L'ex-duc Godefroy V meurt le 25 janvier 1139. Le duc Valéran meurt le 6 août 1139. Pour avoir jadis parié sur le mauvais cheval, la famille de Limbourg est écartée de l'héritage et l'empereur Conrad III nomme le fils de l'ex-duc Godefroy V comme le nouveau duc Godefroy VI de Basse-Lotharingie. Le conflit entre la famille ducale des Limbourg, Henri II et Valéran, et la famille ducale de Brabant, Godefroy V et Godefroy VI, a morcelé le duché de Basse-Lotharingie entre ces deux parties et leurs alliés en Flandre et à Liège. Il a fortement diminué l'importance du titre de duc de Basse-Lotharingie, qui est passé d'un grade avec une autorité impériale sur les comtes à un titre uniquement honorifique. Le duc Godefroy VI, comte de Louvain et de Bruxelles, landgrave de Brabant et marquis d'Anvers, était associé par son père à son pouvoir dès 1136, et le titre ducal lui fut donné officiellement par l'empereur Conrad III à la mort de son père en 1140. Godefroy VI avait épousé Luitgarde de Sulzbach, sœur de Gertrude de Sulzbach, épouse de Conrad III. Bref, des histoires de famille. Godefroy VI combat vigoureusement et défait rapidement l'opposition du duc Henri II de Limbourg, fils du duc Valéran et petit-fils du duc Henri II de Basse-Lotharingie. Le duc Godefroy VI meurt 2 ans plus tard d'une maladie du foie, le 13 juin 1142. Le fils de Godefroy VI devient le nouveau duc de Basse-Lotharingie sous le nom de Godefroy VII, comte de Louvain, landgrave de Brabant et marquis d'Anvers. Mais Godefroy VII n'est qu'un bébé de 2 ans, et des seigneurs brabançons en profitent pour se révolter. Mais une trêve est provoquée par la prédication de la seconde croisade en décembre 1145 par le pape Eugène III pour reprendre le comté d'Édesse, reconquis en décembre 1144 par Imad ad-Din Zengi, gouverneur de Mossoul et d'Alep, pour le sultan turc seldjoukide Malik Shah Ier d'Iran. Le jeune Godefroy VII est présent lors du couronnement d'Henri Béranger, fils de l'empereur Conrad III, comme roi des Romains, c'est-à-dire l'héritier du trône. Mais il mourra en 1150 du vivant de son père, et c'est son petit frère Frédéric Barberousse de Hohenstaufen qui succédera à son père sur le trône impérial en 1152. En 1148, l'empereur Conrad III est parti en croisade, et puisque Godléchat n'est pas là, les souris dansent, les seigneurs brabançons retombent dans leur anarchie. La paix
est rétabli par l'intronisation de Frédéric de Hohenstaufen comme empereur en 1154. Godefroy VII en profite pour épouser Marguerite de Limbourg, fille du duc Henri II de Limbourg, unissant ainsi les deux familles rivales s'étant disputées le duché de Basse-Lotharingie. En 1159, le duc Godefroy VII met fin à la guerre l'opposant depuis le début de son règne aux seigneurs brabançons de Grimbergen et de Malines, en mettant le feu à leur imposante forteresse, la motte de Grimbergen. En 1171, le duc Godefroy VII subit une sévère défaite, malheureusement ça rime, contre le comte du Hainaut. Le fils du duc Godefroy VII, Henri, épouse en 1179 Mathilde de Boulogne, fille de Mathieu d'Alsace, comte de Boulogne, lui-même fils de Thierry, comte de Flandre, et petit-fils du duc Thierry II de Lorraine. Puisque Henri est en âge de gouverner, l'empereur Frédéric Ier Barberousse de Hohenstaufen fusionne les comtés de Louvain et de Bruxelles avec le Landgraviat de Brabant, et il l'élève en duché de Brabant. Sa succession assurée, le duc Godefroy VII part en croisade pour reprendre Jérusalem de 1183 à 1185. Une nouvelle trêve est signée entre les Latins et Saladin, Salah ad-Din Youssouf el-Ayyoubi, en 1185. Le duc Godefroy VII meurt le 21 août 1190. Godefroy VII est le dernier duc de Basse-Lotharingie. Son fils, Henri Ier, est quant à lui le premier duc de Brabant et de Lothier. Le Lothier, c'est quoi? Eh bien, ça correspond à l'évolution de la Basse-Lotharingie, et ce n'est qu'un titre honorifique, Lothier étant bien sûr la déformation du mot Lothaire. L'historien Léon van der Kindere, dans son livre La formation territoriale des principautés belges au Moyen-Âge, volume 2, aux pages 42 et 43, explique: lorsqu'en 1190, Henri Ier assista à la diète de Schwäbisch Hall, que présidait Henri VI, il essaya de s'opposer à la reconnaissance officielle du marquisat de Namur, que le roi avait créé pour cimenter l'union de l'héritage d'Henri l'Aveugle avec le Hainaut. Le duc affirmait que son duché devait s'étendre jusqu'aux limites du Cambrésis. Invité à justifier cette assertion en nommant les comtés dont il était le suzerain, il cita Louvain, Nivelles, Aarschot, Cuijk, Gueldre, Clèves, Loos. Mais le chancelier du Hainaut, Chislebert, répondit immédiatement que jamais les comtes de Louvain, même devenus ducs, n'avaient eu un droit quelconque sur les territoires de Namur et du Hainaut. Et les pairs assemblés jugèrent pour droit que le ducatus, le duché en gros, ne devait comprendre que les fiefs tenus par le duc ou que d'autres tenaient de lui. C'est-à-dire qu'il a été décidé à ce moment-là, comme un fait établi, qu'en réalité le duc de Basse-Lotharingie, devenu duc de Lothier, n'est le duc que des territoires dont il est véritablement le suzerain, que des terres dont il est le possesseur des fiefs, à titre personnel. Les ducs de Brabant et de Lothier se succéderont héréditairement, Henri Ier, Henri II, Henri III, Henri IV, puis Jean Ier, Jean II, Jean III, jusqu'à ce que Jeanne de Brabant, sans enfant, donne le duché à sa nièce Marguerite de Flandre et à son époux Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, en 1404. Et je conclus ici cette vidéo, et une deuxième partie arrivera avec l'histoire des ducs de Lorraine, c'est-à-dire du duché de Lorraine et du duché de Bar, qui correspondent au département français actuel de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!